Bonjour, soyez les bienvenus dans cette nouvelle séance de réponses. Merci beaucoup pour toutes vos questions. On va commencer par le plus important, à savoir les questions dont les réponses vont vous permettre de continuer de développer votre compétence rhétorique. Et puis, il faudra qu'on dise un mot d'un sujet de civilisation. Mais avant ça, nous allons reparler d'un sujet d'actualité. Que penses-tu du défi lancé par François Ruffin à McFly et Carlito? Eh bien, on va regarder. Moi, j'aurais envie de lancer comme défi à McFly et Carlito d'utiliser, par exemple, le mot Benalla dans leur discussion avec Macron, d'utiliser le mot RSA jeune, d'utiliser le mot Jojo le gilet jaune, j'en sais rien, vous pouvez nous donner d'autres idées? Il me semble que là, on est en plein dans la malédiction du militant, à savoir qu'il est tellement convaincu d'être engagé pour une cause juste qu'il n'a pas à faire d'efforts pour la rendre désirable aux yeux des autres. Si les autres ne rejoignent pas ma cause, c'est qu'ils ne sont pas dans le camp des gentils, et donc c'est pas à moi de faire des efforts, c'est à eux de se réveiller. Mais là, en l'occurrence, le minimum, ça aurait été de se demander qu'est-ce qu'il y a pour les autres, qu'est-ce qu'il y a pour ces deux youtubeurs dans la proposition qu'il est en train de leur faire? Qu'est-ce qu'ils auraient à gagner à accepter cette proposition? Et là, en l'occurrence, il n'y a rien. McFly et Carlito n'ont pas intérêt à jouer à ce bingo des petits sujets embarrassants pour Macron. Il ne s'agit donc pas d'une vraie proposition, il ne s'agit pas d'un vrai défi, et d'ailleurs, François Ruffin n'y croit pas lui-même. Et le cas échéant, qu'est-ce qu'il gagne? Tu vois, avec Macron, on gagnait d'entrée à l'Élysée. Moi, je propose de les inviter pour un concours d'anecdotes dans ma cuisine. Par exemple, je leur expliquerai pourquoi j'ai une tasse de la CDU-CSU. Je me propose de leur raconter ça, et je sais que ça suscite chez eux une telle curiosité. Alors, bien sûr, on pourrait se dire que c'est juste de l'humour, et que c'est plutôt bien joué de surfer sur l'événement pour ramener du monde vers les causes qui lui tiennent à cœur. C'est vrai. Mais pendant ce temps, Macron a trouvé les moyens de faire aux deux youtubeurs une proposition qu'ils n'ont pas pu refuser, et ça va lui permettre de toucher un public bien au-delà de ses bases. Donc François, si tu regardes cette vidéo, déjà bienvenue, ça me fait plaisir que tu sois là, et tu as bien fait de venir, parce que ce qui va suivre devrait t'intéresser. Commençons ces questions de rhétorique avec une interrogation d'Eladji Silla. Bonjour Victor, ma question est la suivante. Comment faire pour être un expert en art oratoire? Je pense que c'est important de commencer par réfléchir à ce que ça veut dire de développer une expertise. Et donc, ce que je peux vous dire à ce sujet, c'est qu'on développe une expertise en alternant entre deux états. Et donc, je vais essayer de vous décrire ça. Le premier de ces états, donc quand on commence à se former à une discipline, c'est au début, on a l'impression d'être face à une forêt, face à un univers de choses à savoir, d'être tout petit, d'avoir encore tout à apprendre. Donc ça, c'est la première étape. C'est réaliser qu'il y a face à nous un champ immense et commencer à essayer presque de façon boulimique à en dévorer le plus possible, à en saisir le plus possible, à en acquérir le plus possible. C'est très bien, c'est un stade qui est très important, mais il ne faut pas en rester à ce stade, parce qu'il y a quelque chose d'intimidant, il y a quelque chose de paralysant à se dire « mais non, mais en fait, je ne sais rien, je ne pourrai jamais rien maîtriser ». Et donc c'est pour ça qu'à un moment, il faut en passer à un second stade où on commence à prendre de l'assurance et à se dire « c'est bon, je commence à comprendre comment ça fonctionne, je commence à comprendre comment ça marche, je vais pouvoir utiliser ça ». Et le problème, c'est que dans ce second temps, il y a un moment où on peut commencer à croire qu'on a tout compris, qu'on a tout vu, qu'on a tout entendu, et que finalement, on n'a plus grand-chose à apprendre. Et donc c'est là qu'il faut revenir au stade précédent et se dire, bon en fait non, il y a encore plein de choses à apprendre, il y a un océan de connaissances dont je n'ai saisi qu'une goutte d'eau, il va falloir m'y remettre. Et donc on en revient à ce moment de découverte, ce moment d'exploration, où on se dit, mais finalement, je ne sais rien, je ne sais pas grand-chose. Et donc c'est en faisant le va-et-vient entre ces deux états, cet état de profonde humilité où on se dit finalement je ne sais rien, et ce moment d'assurance où on se dit c'est bon, là je commence à maîtriser les choses, c'est en alternant constamment entre ces deux états de découverte et de maîtrise qu'on développe une expertise. Et pour vous dire concrètement comment ça se passe au sein de ma discipline, eh bien il y a des moments où je vais me replonger dans les traités de rhétorique antique, je vais lire Quintilien, je vais lire Cicéron, je vais relire Aristote, et je vais me dire oula mais en fait quand j'avais lu ça j'avais rien compris, en fait il y a tout un tas de choses qui m'échappent encore complètement. Et au bout d'un moment je vais avoir le
le sentiment que j'en ai fait le tour. Et donc c'est ça qui me permet, quand je fais des vidéos, d'avoir une certaine assurance et de pouvoir me dire, ça je le maîtrise assez pour pouvoir en parler. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, je commence à me lasser, j'ai l'impression de me répéter, de dire toujours les mêmes choses. Et une des choses que je fais dans ces moments-là, et vous avez pu le voir sur cette chaîne il n'y a pas très longtemps, c'est que j'aime bien essayer d'étendre mon expertise vers d'autres domaines. C'est pour ça, par exemple, que je me suis intéressé à la rhétorique des rappeurs, aux battles de rap. Et donc le fait de faire ça, de faire cet effort de passer d'un domaine à un autre, ça permet de rendre notre expertise plus tout terrain, de débarquer sur un domaine qu'on maîtrise pas beaucoup et de commencer à se l'approprier. Et donc c'est comme ça qu'on étend notre expertise et ça nous permet également de nous renouveler, de pas nous lasser de notre discipline. Et j'alterne ça avec d'autres moments où vous l'avez vu, où je vais avoir tendance à revenir aux bases. Je vais me replonger dans les classiques, comme j'ai pu le faire récemment en étudiant la rhétorique de Robespierre ou en lisant les cours de rhétorique de Nietzsche. Donc c'est comme ça que vous allez développer une expertise. Des phases où on explore, des phases où on synthétise, on applique et on transmet, et des phases où on se renouvelle, où on redécouvre. On enchaîne avec une question de Martin Voisin qui m'écrit « Ma question est la suivante. Comment réussir à élever son niveau de langue et d'expression au quotidien sans passer pour une personne prétentieuse ou qui cherche à se donner un style ?» Alors, la première chose, c'est qu'une personne qui te stigmatiserait parce que tu parles trop bien ou parce que tu as l'aspiration à le faire ne doit pas valoir grand-chose. Donc tu n'as rien à faire de son jugement. Ensuite, ce que je pratique moi pour essayer d'élever mon niveau de langue, c'est que je fais deux choses quand j'écris. La première chose, c'est que ça, vous le voyez souvent à la fin de mes vidéos, j'essaie de faire des rimes. J'essaie de faire des belles formules qui riment. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que quand on utilise des rimes, ça contraint notre utilisation du langage. Et donc, on est obligé, pour qu'un mot rime avec un autre, de faire cet effort de ne pas utiliser le premier mot qui nous serait venu. Et toutes les fois que vous faites ça, que vous faites cet effort d'aller au-delà de ce choix spontané des mots, vous développez votre vocabulaire, vous étoffez votre style. La deuxième chose que je fais, c'est que j'essaie d'éviter les répétitions. Donc quand j'ai utilisé un mot dans un paragraphe et que je dois dire à peu près la même chose, je vais faire cet effort de trouver un autre mot, et s'il n'y a pas de mot usuel qui vient directement, je vais aller vers quelque chose qui va être plus exotique ou plus désuet. Donc c'est quelque chose que je vous recommande, mais vous voyez bien que ça passe par l'écriture, parce que c'est uniquement si vous mettez votre pensée sur le papier, que vous mettez vos idées sur le papier, et que vous commencez à l'avoir sous les yeux, et que vous essayez de jouer avec, de reformuler, de modifier, c'est ça la base du développement du style, parce que c'est une fois qu'on a tous ces Legos que sont les mots face à nous, qu'on peut commencer à jouer avec. Et le travail sur le style, c'est ça. C'est une fois qu'on a une idée, se demander mais quelles sont les différentes manières dont je pourrais l'exprimer. On poursuit avec une question de Fatima Brahimi. Fatima m'écrit « Le temps, voici un élément qui ne cesse de questionner la pertinence de mes choix et de mes mots. Alors Victor, comment fait-on pour rester éloquent quand le temps vient à manquer? Comment être impactant quand nous avons seulement 1 minute ou 2 pour transmettre notre message, partager nos vérités ?» Eh bien, en faisant un petit peu ce que tu viens de faire. Parce que quand on écoute ton texte, on sent que tu as travaillé sur le rythme, on sent que tu as travaillé sur les sonorités, et toutes les fois qu'on fait cet effort de travailler un texte pour qu'il sonne bien, on se constitue un petit îlot d'éloquence. Et un petit îlot d'éloquence, ce sont ces morceaux choisis, ce sont ces petits morceaux de bravoure qu'on va pouvoir déclamer de mémoire quand on n'a pas de temps, de façon impromptue. Et donc le fait d'écrire et d'écrire bien, ça nous permet, quand on n'a pas de temps, d'être capable de dire des choses belles et précises. Ceci dit, si le public n'a qu'1 ou 2 minutes pour vous, je serais tenté de dire qu'il ne vaut pas la peine que vous lui accordiez. On poursuit avec une question d'Archibald André. Quel est le discours personnel dont tu es le plus fier? Ça oui, je peux quand même vous le raconter parce qu'il y a une leçon rhétorique à en tirer. C'est le discours que j'ai prononcé lors du mariage de mon frère, lors du mariage de mon grand frère. Et donc je vous donne un petit peu le contexte. Donc j'ai écrit ce discours dans ma chambre et puis on est très copains avec mon frère, on s'est beaucoup amusé quand on était adolescent. Et donc je voulais faire un discours un peu rigolo, un discours avec des blagues, un discours avec de l'humour. Mais il se trouve qu'au moment où je me suis trouvé face à l'Assemblée, j'ai réalisé que mon discours n'était vraiment pas adapté. Donc je vous dis un petit peu le contexte. On était dans une église d'un tout petit village, d'un petit village de quelques centaines d'habitants. Et donc c'était très solennel, tous les gens étaient bien habillés, et puis il y avait aussi des anciens du village qui étaient venus, parce que c'était un petit événement ce mariage dans le village. Et c'était donc des gens qui avaient un rapport assez distant avec la famille, et donc qui n'étaient pas du tout inclus dans mon discours. Et donc quand j'ai vu ça, quand j'ai vu ce côté très
très solennel et puis il y avait quand même un prêtre à côté de moi, je me suis dit que mon discours, ça n'allait pas. Ça n'allait pas parce qu'il y avait des espèces de jeux de mots débiles qui étaient un peu rigolos quand j'étais tout seul dans ma chambre, à base de Saint-Esprit et de spiritueux, enfin des choses qui valaient pas vraiment la peine. Et donc vraiment, je me suis dit, oula, mon discours n'est pas adapté à cet événement. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai très rapidement changé mes idées pour me dire, en fait, qu'est-ce qui est important? Ce qui est important, c'est que des gens se sont rassemblés autour de quelque chose qui est très beau, à savoir l'amour. Et donc j'ai essayé de mettre ça au cœur du discours, et j'ai également essayé de mettre au cœur du discours toute l'assemblée. Donc d'abord, c'est une réunion de famille, c'est une réunion d'amis, c'est une réunion plus large. Ça va permettre de renouveler les liens, ça va permettre de créer d'autres liens. Et donc la leçon rhétorique que j'en tire, c'est que le premier discours que j'avais créé, c'était un discours qui était plus pour faire le malin qu'un cadeau pour le public. Et donc un bon discours, vous savez que vous êtes dans le vrai si c'est le public que vous mettez au cœur de votre discours. Quand vous prenez la parole en public, vous n'êtes pas là pour faire le beau, vous êtes là pour que ceux qui sont dans la salle passent un bon moment. On continue avec une question de Di Blonzo. Pourquoi on ne m'entend pas? Situation typique, je suis en discussion avec une personne, elle est intéressée. Une tierce personne arrive et lui parle, quitte à me couper. Mon interlocuteur poursuit avec l'autre et je reste en plan. Est-ce dû à mon timbre de voix? J'ai déjà remarqué qu'en situation de groupe type brouhaha, je ne m'impose jamais, quelle que soit ma technique. Je serais tenté de dire que plus tu cherches à capter l'attention, plus tu cherches à t'imposer, plus tu risques de faire fuir les gens. L'attention, ce n'est pas quelque chose qu'on capte grâce à des techniques, c'est quelque chose que les autres nous accordent quand on dit des choses qui sont intéressantes et pertinentes pour eux. Donc ce que je te dirais, c'est plutôt que d'essayer de trouver des techniques qui permettent de forcer les gens à nous écouter, il faut partir de notre expertise, il faut partir de notre sujet, des choses utiles et intéressantes qu'on a à dire, et puis creuser notre sujet jusqu'à ce que quand on en parle, quand on prend la parole, eh bien on est capable de dire des choses qui ont plus de valeur que celles que pourrait dire le premier venu. Donc cultive une expertise, développe une passion, et si tu es capable d'en faire ressortir ce qui est utile et intéressant pour les autres, ils vont t'écouter. On continue avec une question de Prouvenceau. Les idées sont d'autant plus justes que notre langage est riche. Moins de langage, moins d'idées et donc moins de liberté de penser. Pourtant, l'idéologie dominante moque les paroles dont le vocabulaire est vaste, complet. Quels arguments ou quelles armes rhétoriques peuvent faire comprendre de ne pas oublier notre richesse de langue au service du bien commun? L'exemple parfait qui m'exaspère, c'était juste « Waouh, je n'arrive plus à entendre cette immondice dans le calme ». La première chose, c'est que c'est très bien qu'il y ait des problèmes à régler, qu'il y ait des choses que tu ne trouves pas assez nobles ou pas assez belles dans le contemporain. C'est précisément ça qui va te donner des occasions de te distinguer. La deuxième chose, c'est que c'est important, comme tu le fais, d'incarner ce qui t'exaspère, d'incarner ce qui t'agace comme tu le fais avec cette expression de ceux qui préfèrent utiliser des interjections, qui préfèrent utiliser des onomatopées plutôt que de mettre des mots sur leurs sensations, plutôt que de mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. Ça, être capable d'incarner ce qui nous énerve, ça permet de nous donner une motivation. En revanche, ce que je te conseillerais de faire, c'est à partir du moment où tu prends la parole en public, ne te focalise pas sur tes opposants, ne te focalise pas sur ce qui est fâcheux, focalise-toi sur ces belles choses que tu pourrais apporter au monde. Et donc, si tu es amoureux de la langue, si tu trouves que la langue s'appauvrit, eh bien, fais de chacune de tes prises de parole une opportunité de diffuser une langue plus belle, plus riche, plus intelligente. Et si tu le fais bien, c'est là que tu vas ramener du monde vers ta cause. On poursuit avec une question de Zachary qui me demande « Doit-on considérer la rhétorique comme une forme d'art au même titre que la poésie ou la musique ?» Non, c'est très différent. En fait, c'est différent au niveau de l'intention de l'orateur. Quand on fait de la musique ou quand on fait de l'art, on a avant tout une intention esthétique. Quand on fait de la rhétorique, l'objectif c'est de persuader le public. L'objectif c'est de déclencher une action qui va permettre de faire avancer notre cause, qui va permettre de faire avancer notre projet. Donc, évidemment que quand tu fais de la rhétorique à un haut niveau, tu vas te nourrir de l'art, tu vas te nourrir de la littérature, tu vas essayer de te laisser pénétrer par des belles émotions esthétiques, comme celles qu'on peut tirer de la musique, tu vas pouvoir aussi t'inspirer de la dramaturgie pour pouvoir instaurer du suspense dans tes discours. Mais toutes ces choses, toute cette beauté, toute cet art, ce n'est pas une fin en soi en rhétorique, ce sont autant d'outils que tu vas mobiliser pour rendre ton discours plus efficace. Et un discours efficace, c'est un discours qui fait passer une idée et qui met le public en mouvement pour déclencher un changement. Nous terminons avec une question de Lemon qui me demande quelle est la place de la dissidence et du contre-courant dans la rhétorique. Eh bien, vous avez tout à fait intérêt à être dissident et à être à contre-courant, parce que c'est comme ça qu'on peut capter l'attention. Un discours
qui ne ferait que enfoncer des portes ouvertes ou confirmer le statu quo, ce ne serait pas quelque chose qui serait très intéressant. Ceci dit, une fois qu'on a dit ça, j'aime bien raisonner en termes de canon. C'est important, pour pouvoir faire des bons discours, d'avoir une idée de ce que sont les canons d'un genre. Pour pouvoir faire par exemple des vidéos YouTube qui sont originales, qui détonnent avec ce qu'on a l'habitude de voir, vous devez savoir ce qu'on a l'habitude de voir. Donc si vous voulez que votre parole et vos idées soient authentiquement originales et anticonformistes, vous avez intérêt non pas à tourner le dos à la tradition, mais justement à la connaître dans tous les domaines, à étendre votre culture générale, parce que plus vous maîtriserez de courants d'idées et de familles de pensée, plus vous serez capable d'en prendre utilement le contre-pied. Bien, nous allons maintenant aborder une importante question de civilisation, mais avant ça, on ne pourra pas leur échapper. Voici les réponses courtes. D'après toi, l'oisiveté dans une juste mesure est-elle une bonne chose pour le maintien d'une certaine harmonie en société? Les mains oisives sont les jouets du démon. Quelle est votre peur la plus profonde par rapport à cette chaîne? La peur, c'est un mot fort. On a peur pour la santé de nos proches, on a peur pour le destin du monde, on n'a pas peur pour l'avenir d'une chaîne YouTube. Comment faire pour avoir un poids dans sa parole? Par exemple, quand je parle, on me coupe la parole en parlant plus fort sans écouter ce que j'ai à dire. Fais des vidéos sur YouTube. Depuis que j'ai commencé, personne ne m'a coupé la parole. J'aimerais savoir quel est le combat qui vous tient personnellement le plus à cœur. J'aimerais que l'aventure humaine continue encore et encore indéfiniment. J'ai envie que mes enfants poursuivent l'aventure, que leurs enfants poursuivent l'aventure, etc. Et ça va supposer qu'on protège notre environnement. Je me demandais, qu'est-ce qui te passionne dans la vie? Je te donne un choix possible, le savoir. Entre dire son opinion impopulaire haut et fort à table, gâcher l'ambiance et ne pas être réinvité, ou la garder dans sa poche et être apprécié de cette manière, qu'est-ce qui est préférable? Ni l'un, ni l'autre. Entraîne-toi à présenter ton opinion de sorte qu'elle soit bien reçue et à être appréciée. Bonjour, quelle place pour les jeux de mots dans un discours sérieux? La réponse est dans la question. Comment répondre à un argument d'autorité? Avec respect et humilité. Les autorités, il en existe encore, fort heureusement. Pourquoi la rhétorique et la philosophie sont si irréconciliables? Mais pourquoi vouloir les réconcilier? C'est des démarches antagonistes et c'est ça qui fait que c'est intéressant de se former aux deux. PTDR, t'es qui? Celui qui pourrait t'apprendre à écrire si tu te donnais la peine de réfléchir. Est-ce qu'on te reconnaît parfois dans la rue et comment réagis-tu lorsque cela arrive? Alors, ça arrive de plus en plus souvent et je réagis bien parce que ceux qui suivent cette chaîne sont des gens polis, courtois et intelligents. Avez-vous des moments de doute? Régulièrement, mais pas longtemps. Pour toutes les personnes s'engageant en politique, quels conseils donnerais-tu pour qu'elles ne perdent pas leur âme à force de stratégie? Faites un vrai métier à côté, chérissez votre famille et vos amis, n'y restez pas trop longtemps. Quelle est ta plus grande déception dans le monde de la rhétorique? Non, vous n'êtes pas prêts. Alors, il est possible maintenant que je m'emporte un peu, mais nous allons rester dans les limites du raisonnable. J'ai une question qui nous vient de Pascal Soret, qui m'écrit « Vous semblez défendre la rhétorique dans un usage qui sert des causes nobles. D'où vient chez vous cet optimisme qui veut croire que les sociétés peuvent s'élever? L'homme n'est-il pas définitivement un loup pour l'homme ?» Alors, je pense que c'est important qu'on en reparte de l'ouvrage qui a popularisé cette idée de l'homme qui est un loup pour l'homme, à savoir le Léviathan de Hobbes. Que nous dit Hobbes dans le Léviathan? Eh bien, il nous décrit l'homme dans un état de nature, et donc son idée c'est que dans l'état de nature, eh bien ceux qui sont plus forts ne vont pas hésiter à voler, à violer, à attaquer les autres, et donc dans l'état de nature, c'est le triomphe de la loi du plus fort. Alors, la première chose, c'est que ça, empiriquement, c'est probablement faux. Quand vous lisez des ouvrages comme celui-là, donc l'ouvrage de Marilène Patoumatis qui s'appelle Préhistoire de la violence et de la guerre, eh bien ce qu'on observe sur les traces de violence, sur les squelettes qui nous sont parvenus, c'est que les premières traces de violence qui témoignent d'un état de guerre de tous contre tous, eh bien ça arrive tard. Ça arrive à partir du moment où les premières sociétés se sont constituées. Donc ce serait un argument pour dire qu'à l'état de nature, l'homme est plutôt une créature pacifique. Et c'est la société qui va nous rendre plus ou moins bons. Par ailleurs, c'est intéressant de se replonger dans le contexte où Hobbes a écrit cette fameuse phrase selon laquelle l'homme est un loup pour l'homme. Hobbes a écrit cette phrase alors qu'il avait fui l'Angleterre suite à la guerre civile qui avait éclaté avec le renversement de Charles Ier. Donc qu'avait Hobbes sous les yeux?
Hobbes sous les yeux avait la situation lorsqu'un pouvoir autoritaire s'effondre, et là effectivement on arrive à un état de guerre civile. Mais donc ça c'est pas un état de nature, c'est l'état où une société autoritaire se délite, et donc toutes les pulsions, toute la violence qui avait été canalisée se déchaîne. Pourquoi est-ce que c'est important de rappeler ça? Eh bien parce que chez Hobbes, cette idée selon laquelle l'homme est un loup pour l'homme, c'est une justification du pouvoir autoritaire. Parce que l'homme est par nature méchant, il a besoin d'être mis sous la tutelle d'un chef autoritaire et tout puissant. Donc là, on tombe sur un cercle vicieux. Moins on a confiance en la bonté de l'homme, plus on va appeler de nos voeux des régimes autoritaires, régimes qui, par leur répression, vont nous rendre pour le coup là vraiment méchants, et une fois qu'ils s'effondrent, là on tombe sur quelque chose de malsain. Là on tombe sur le genre de situation que Hobbes avait sous les yeux. Mais ça, ce n'est pas l'état de nature. On peut pas observer une guerre civile et en tirer des conclusions sur la nature profonde ou la nature originelle de l'homme. Une guerre civile, c'est précisément le résultat d'un régime dysfonctionnel qui s'effondre. Et maintenant, je vais en venir au point qui m'agace vraiment. Cette idée selon laquelle ce serait une illusion, ce serait une croyance que les sociétés peuvent progresser. Mais évidemment que les sociétés peuvent progresser. L'Occident, dans bien des domaines, a accompli des choses que personne, nulle part ailleurs auparavant, n'avait pu accomplir. Mais évidemment également que si on ne prend pas garde à l'éducation, à la santé, à la recherche scientifique, au développement et à l'entretien d'une culture d'entreprise, si on laisse s'installer une culture de l'échec, une culture de la victimisation, une culture de la culpabilité, oui, les sociétés peuvent régresser. Et c'est précisément ces moments que choisissent ces vieux serpents de mer, ces vieux boucs moribonds, pour venir diminuer la valeur de notre humanité avec leur litanie pleurnicharde. Tous les discours qui visent à nous faire croire que l'homme est mauvais, dangereux, qu'il devrait être mis sous tutelle, vivre dans la crainte de Dieu ou être cadré, comprimé par un pouvoir autoritaire, doivent être combattus avec fermeté. L'homme est une merveille de beauté, d'intelligence, de complexité et de sensibilité. À nous de le faire rayonner.